Les agents de la CIA sont préparés au pire, à la capture, à la persécution, à l'échec. On leur apprend à s'enfuir de manière à ce qu'il soit impossible de retracer leur itinéraire. Jim Thompson a suivi cette formation. Le 26 mars 1967, il est parti faire une promenade dans les montagnes de Malaisie et a disparu sans laisser de traces. 500 personnes ont ratissé la jungle pendant 11 jours. Ils n'ont rien trouvé. De quoi s'agissait-il? D'une évasion parfaite, planifiée par un maître? Ou de quelque chose de bien plus sinistre? Cela s'est passé le 26 mars 1967 dans les Cameron Highlands, en Malaisie. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis. Jim Thompson n'a jamais été retrouvé. Quelques années avant sa disparition, Jim Thompson était sans doute l'Américain le plus célèbre d'Asie du Sud-Est. Il avait 61 ans. Il portait des costumes en soie thaïlandaise, fumait, ne se séparait jamais de bons amis, tout en donnant l'impression d'être quelqu'un qui en savait bien plus qu'il ne le disait. Dans certains cercles, on l'appelait le « roi de la soie ». Dans d'autres, on se souvenait simplement de lui comme d'un ancien agent de renseignement. James Harrison Wilson Thompson est né en 1906 à Greenville, dans l'État du Delaware, au sein d'une famille de renom. Son grand-père avait été général de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession. Il fréquenta l'internat de Saint-Paul, puis Princeton, où il obtint son diplôme en 1928. La même année, il participa aux Jeux olympiques dans la discipline de la voile. Il s'inscrivit ensuite à la faculté d'architecture de l'Université de Pennsylvanie, mais n'acheva pas ses études. L'analyse mathématique lui fit défaut. Il a travaillé quelques années comme architecte à New York. Puis, la guerre éclata. Thompson fut affecté à l'Office des services stratégiques, OSS, les services de renseignement militaires américains dont allait naître plus tard la CIA. Il travailla en Afrique du Nord, en Europe, puis à Ceylan. À la toute fin de la guerre, il fut envoyé en Thaïlande pour organiser la résistance locale au cas où les forces japonaises opposeraient une résistance. La guerre prit fin avant que cette mission ne soit pleinement nécessaire. Mais Thompson ne quitta pas Bangkok. Dans le Bangkok de l'après-guerre, il vit ce que la plupart des étrangers ne remarquaient pas. Des tisserands thaïlandais assis devant des métiers à tisser en bois, produisant une soie au toucher dense et lourd, dont la couleur passait, selon la lumière, de l'ambre au cuivre, de l'aigue marine au bleu profond. La production était en déclin. La plupart des commerçants la jugeaient non rentable. Thompson pensait autrement. En 1948, il fonda la Thai Silk Company. Quelques années plus tard, sa soie fit son apparition à Broadway, dans les costumes de la comédie musicale « Le roi et moi ». Puis elle apparut dans les pages de Vogue. Ensuite, dans les collections des grandes maisons de couture. Ce qui était voué à disparaître devint un phénomène mondial. À Bangkok, Thompson a rassemblé plusieurs maisons thaïlandaises anciennes en bois de teck, les a réunies en un seul complexe résidentiel au-dessus du canal de Saint-Cep et a rempli les pièces d'antiquité. Porcelaine de l'époque Ming, sculptures tathé-bouddhistes, soieries chatoyantes. On l'invitait au dîner diplomatique. La presse internationale parlait de lui. Il menait une vie que les autres ne pouvaient qu'imaginer, tout en restant un homme dont le passé ne se prêtait pas à un simple récit. Dans son travail, il était intransigeant, voire impitoyable, selon certains de ses contemporains. Dans sa vie privée, il était réservé. Il ne parlait jamais de son passé dans les services de renseignement. Il ne parlait presque jamais de son mariage, qui s'était soldé par un divorce. En revanche, il était connu pour aimer parcourir les terrains accidentés sans itinéraire, ni but précis, s'enfoncer là où les sentiers ne mènent pas et revenir quand bon lui semble. À la fin du mois de mars 1967, Thompson accepta de passer quelques jours à Cameron Highlands. Il s'agit d'une station de montagne située dans le centre de la Malaisie, à environ 1500 mètres d'altitude. Les fonctionnaires coloniaux britanniques
l'avait aménagé dès les années 1930. Cottage de style Tudor, pelouse impeccablement tondue, terrain de golf. L'air frais des hauteurs était considéré comme un remède contre la chaleur tropicale des plaines. Les plantations de thé descendaient en terrasse le long des pentes, et derrière elles commençait immédiatement la jungle, dense, escarpée, avec un sous-bois continu à hauteur de taille qui ne permettait pas de voir plus loin que quelques pas. Thompson n'était pas venu seul. Constance Mangsko, une vieille connaissance qu'on appelait tous Connie, avait pris l'avion avec lui depuis Bangkok jusqu'à Penang le 23 mars. Et de là, ils avaient pris un taxi pour se rendre à Cameron Highlands. Ils logèrent chez le docteur Lin Tien Gui, un chimiste singapourien, et sa femme Hélène. Le cottage s'appelait Moonlight Bungalow et se trouvait sur une colline à la lisière de la forêt. Une seule route y menait. Le lendemain de leur arrivée, Thompson et le docteur Lin s'engagèrent sur un nouveau sentier. Lin se fit une entorse. Thompson les ramena en suivant le cours du ruisseau. À un moment donné, il se perdit brièvement, mais cela ne semblait pas le perturber le moins du monde. Il aimait ce genre de détour. Le 26 mars était un dimanche. C'était Pâques. Le matin, tout le groupe s'est rendu à la messe à l'église All Souls. De retour au cottage, ils ont déjeuné. Vers 11h, avant même le déjeuner, Thompson s'est brièvement arrêté près du bungalow de la mission luthérienne et a échangé quelques mots avec le conducteur d'une voiture blanche garée sur le bord de la route. Puis il est retourné auprès des siens. Après le déjeuner, s'installa ce calme de fin d'après-midi qui caractérise les dimanches dus à la campagne. L'air de la montagne était frais et légèrement humide. Un vent léger soufflait depuis les plantations, emportant avec lui un parfum de terre et de feuilles. Thompson sortit sur la véranda. On entendit le grincement d'une chaise longue en aluminium sur le plancher en bois, puis le crissement des pas sur l'allée de gravier menant à la route. Quelques secondes, puis le silence. Selon certaines sources, il aurait fait un signe d'adieu à Helen Lin et Connie Mangsko vers 2h30. D'après d'autres, le bruit d'une chaise longue qu'on déplaçait s'est fait entendre vers 3h de l'après-midi. L'heure exacte est restée un sujet de controverse, mais dans les deux cas, il portait un costume léger en soie thaïlandaise, sans flasque, sans couteau. Sur la véranda, il avait laissé une veste, un paquet de cigarettes et un briquet. Dans la chambre, sur la table de chevet, se trouvaient son passeport, son portefeuille, son permis de conduire et une petite boîte en fer blanc contenant des comprimés contre les calculs biliaires. Vers 4h, la cuisinière de la mission luthérienne aperçut un grand étranger qui marchait sur la route. Une cuisinière du nom de Fatima, qui habitait à 300 mètres du Moonlight Bungalow, l'a vu passer devant sa fenêtre. Une femme inconnue, qui a témoigné plus tard, l'a vu assis sur un gros rocher au bord de la route, en train de fumer et l'air fatigué. Puis il s'est levé et a continué son chemin. Personne ne l'a revu depuis. Thompson n'était pas rentré pour le dîner. Le docteur Lin a attendu, puis, pensant qu'il avait peut-être été retenu au club de golf, il s'y est rendu. Thompson n'y était pas. Lin est retourné au cottage et a commencé à appeler ses connaissances. À la tombée de la nuit, il a contacté la police. La nuit tombe rapidement à Cameron Highlands. À cette altitude, le brouillard descend encore avant la tombée de la nuit, s'étend jusqu'à la taille, dissimulant d'abord les sous-bois, puis les branches basses des arbres. Au moment où le docteur Lin raccrocha le téléphone, la jungle derrière le cottage formait déjà un mur sombre et impénétrable. Personne ne savait dans quelle direction il était parti. Le docteur Lin a appelé la police alors qu'on ne voyait déjà plus rien par les fenêtres. L'agent de service a pris sa déposition. Les premiers secours sont arrivés au Moonlight Bungalow dans la nuit même. Mais il était impossible de fouiller sérieusement la jungle dans l'obscurité. Les lampes n'éclairaient que les 2 mètres de sous-bois les plus proches, et au-delà s'étendait une obscurité profonde et dense dans laquelle même les sons se perdaient.
Le matin du 27 mars, les premières équipes de recherche se sont rassemblées près du chalet. On a amené les chiens de chasse. On les a conduits jusqu'à la véranda. On leur a fait renifler les affaires de Thompson et ils ont immédiatement pris la piste, en descendant le chemin de gravier vers l'allée, puis vers l'asphalte. Là, la piste s'est perdue. Les maîtres chiens ont fait faire un tour aux chiens, ont vérifié les accotements, ont essayé de s'enfoncer dans la jungle. Rien. La police en a tiré une conclusion qui semblait logique. Il était monté dans une voiture. Mais personne ne savait qui avait vu cette voiture, à quoi elle ressemblait, ni où elle était partie. La direction prise par Thompson restait inconnue. Ce qui s'est déroulé au cours des jours suivants est devenu la plus grande opération de recherche terrestre de l'histoire de l'Asie du Sud-Est à cette époque. La police malaisienne, des unités de l'armée, des troupes britanniques stationnées dans la région et des Gurkhes, des soldats népalais au service de la Grande-Bretagne, réputés pour leur aptitude à évoluer en terrain montagneux et forestier, se sont joints aux recherches. Des pisteurs au rang Asli, représentants des peuples autochtones de la péninsule qui vivaient et chassaient dans ces jungles depuis des générations, sont arrivés des profondeurs des hautes terres. À eux s'ajoutèrent des touristes qui se trouvaient dans les Cameron Highlands, des habitants locaux, des scouts et, selon certaines sources, même des patients de l'hôpital local capables de se déplacer par leurs propres moyens. Des hélicoptères s'élevèrent dans les airs. Au total, plus de 500 personnes ont participé simultanément aux recherches. Elles ont ratissé 17 miles carrés et demi de jungle, une zone qu'elles avaient divisée en carrés et parcourue en formant des chaînes, en veillant à ne négliger aucune parcelle. Certaines équipes travaillaient sur les sentiers, tandis que d'autres opéraient dans les fourrés entre les sentiers, là où les broussailles atteignaient la taille, ou plus haut. La jungle des Cameron Highlands ne ressemble pas à ces forêts tropicales claires que l'on voit dans les documentaires. Ici, les arbres forment une canopée dense qui laisse passer juste assez de lumière pour permettre à un épais sous-bois de pousser au sol. La visibilité ne dépasse pas quelques mètres. Les voix des équipes de recherche résonnaient à travers la végétation de manière étouffée, presque inaudible. Une personne aurait pu se trouver à 5 mètres de la chaîne de recherche sans être vue. L'un des experts en opérations de recherche et de sauvetage qui a étudié cette affaire des décennies plus tard a calculé que, dans ces conditions, la probabilité de retrouver le corps ne dépassait pas 43%. Il a également établi que la couverture effective de la zone de recherche était insuffisante. Au lieu de 17 miles carrés, il aurait fallu en fouiller au moins 70. Cela signifiait que même en l'absence de résultats, les recherches ne pouvaient être considérées comme exhaustives. La jungle n'avait pas été fouillée. Elle était tout simplement trop vaste. Les difficultés étaient aggravées par le fait que personne ne savait dès le départ dans quelle direction chercher. Thompson n'avait pas communiqué d'itinéraire. Personne n'avait vu où exactement il avait tourné en quittant la route d'accès. Les zones de recherche étaient délimitées sur la base de suppositions. Probablement par là, probablement pas plus loin. Chaque carré sur la carte du quartier général représentait une journée de travail pour quelqu'un dans les sous-bois, muni d'une machette et d'une radio, dans l'air frais de la montagne qui, le soir venu, devenait froid et humide. Vers 4 heures, le brouillard descendait jusqu'à la taille et les groupes marchaient en ne voyant que les pieds de ceux qui marchaient à leur côté. Au 3e jour des recherches, d'autres personnes sont arrivées au chalet. Ni policiers, ni soldats. À ce moment-là, la presse internationale avait déjà relayé la disparition de Thompson, ce qui avait attiré l'attention d'un tout autre genre de personnes. Au total, pendant les recherches, plus de 118 mystiques, voyants et médiums se sont rassemblés sur les lieux. Certains faisaient exploser des pétards sur les sentiers de la jungle. On pensait que le bruit sec était capable de chasser les mauvais esprits qui pouvaient retenir Thompson. D'autres méditaient sous la véranda du cottage ou pointaient dans différentes directions à l'horizon, indiquant des points cardinaux.
Les détonations des pétards se faisaient entendre de loin. Des claquements saccadés dans l'air des montagnes, dont l'écho s'enfonçait dans la forêt dense pour ne plus revenir. Parmi les personnes présentes se trouvait Peter Urkos, un médium néerlandais dont le nom était connu de part et d'autre de l'Atlantique à l'époque. Il avait collaboré avec plusieurs services de police américains et accordé des interviews aux plus grands journaux. Urkos est arrivé à Cameron Highlands, a inspecté le cottage, a pris en main les effets personnels de Thompson et a fait une déclaration. Selon lui, Thompson était vivant. Il avait été enlevé et emmené à l'étranger, mais pas pour une rançon. Urkos a déclaré qu'il était prêt à parier sa tête là-dessus. Aucune demande de rachat n'a été reçue pendant toute la durée des recherches. Le 4e jour, puis le 5e, puis le 6e, la situation restait inchangée. Les équipes de recherche rentraient le soir sans avoir trouvé quoi que ce soit. Les hélicoptères survolaient les hauteurs sans apercevoir autre chose qu'une étendue verte à perte de vue. Les pisteurs orang-outans, qui connaissaient ces lieux mieux que quiconque, ne trouvaient aucune trace. Peu à peu, les détails qui étaient restés dans l'ombre au début ont commencé à se préciser. La première question concernait l'heure. À quel moment précis Thompson était-il sorti du cottage? L'une des sources affirmait qu'il avait fait un signe d'adieu à Helen Lynn et Connie Manskow vers 13h30. Une autre indiquait que la chaise longue de la véranda n'avait été déplacée que vers 15h. Une différence de plus d'1 heure. Pour comprendre l'itinéraire, cela revêtait une importance capitale. S'il était parti à 11h30, vers 4h, lorsque les témoins l'ont vu, il avait pu parcourir une distance considérable. S'il était parti à 3h, la chaîne des témoignages se présentait différemment. Aucune des personnes présentes au cottage ne pouvait donner de réponse claire. Un dimanche après-midi à Cameron Highlands n'incitait pas à regarder l'heure. Le deuxième indice concernait un convoi de voitures. Il s'est avéré que, le jour de la disparition, un convoi de 5 véhicules avait emprunté la route menant aux hauteurs. Ils étaient montés dans les montagnes en début d'après-midi et en étaient redescendus environ 3 heures plus tard, précisément au moment où Thompson ne s'était pas présenté pour le dîner. On n'a pas réussi à déterminer qui étaient ces personnes, où elles se rendaient et si elles avaient vu quelque chose sur la route. La route menant aux Cameron Highlands était une route touristique classique. Mais aucun des enquêteurs n'a plus jamais mentionné les 5 voitures qui avaient fait l'aller-retour précisément à cette heure-là. Le troisième élément concernait son compte bancaire. Peu avant son départ, il restait environ $50 sur le compte de Thompson. Pour quelqu'un de sa condition, c'était une somme qui ne s'expliquait pas par des dépenses courantes et qui ne cadrait pas avec son mode de vie habituel. Les incohérences s'accumulaient discrètement, sans se concrétiser pour l'instant dans aucune des versions. Parmi toutes ces découvertes, la plus importante restait ce qu'on n'avait pas trouvé. Sur la terrasse du Moonlight Bungalow, gisait une veste, un paquet de cigarettes et un briquet. Dans la chambre, sur la table de chevet, se trouvait un passeport, un portefeuille contenant des papiers d'identité et une boîte en fer blanc de comprimés que Thompson devait prendre en cas de crise de calcul biliaire. L'enquête a longuement examiné cet ensemble d'objets abandonnés sous tous les angles. Un fumeur invétéré, qui n'avait pas emporté ses cigarettes, était quelqu'un qui comptait revenir dans quelques minutes. Le passeport, l'argent et le permis de conduire indiquaient qu'il ne prévoyait ni fuite ni absence prolongée. Les comprimés indiquaient qu'il les avait soit oubliés par distraction, soit qu'il n'avait absolument rien de mal en tête. 3 témoins ont vu Thompson vivant dans l'après-midi du 26 mars. Le cuisinier de la mission luthérienne a aperçu un grand étranger vers 4 heures. Celui-ci marchait sur la route en s'éloignant du cottage. Fatima, une cuisinière qui habitait à 300 mètres de Moonlight, l'a vu passer devant sa fenêtre. Plus tard, lorsqu'on lui a montré une photo, elle l'a identifié sans hésitation. Un troisième témoin, une femme inconnue qui a témoigné bien plus tard,
l'a vu assis sur un gros rocher au bord de la route. Il avait l'air fatigué et tenait une cigarette à la main. C'est précisément ce dernier témoignage qui soulevait des questions. S'il avait quitté le chalet sans cigarette, d'où venait la cigarette trouvée près de la pierre? Quelqu'un lui en avait-il offert une? Ou bien avait-il emporté ses cigarettes avec lui, laissant un paquet de rechange sur la table de chevet? Ou encore, la femme l'avait-elle confondu avec quelqu'un d'autre? Aucun des enquêteurs n'a apporté de réponse claire à cette question. Parallèlement aux recherches menées dans la jungle, la presse a lancé sa propre enquête. Les hypothèses se succédaient: attaque d'un tigre ou d'un léopard, chute dans une fosse camouflée remplie de pieux que les orangs-outans plantaient pour piéger les animaux sauvages, enlèvement contre rançon, assassinat politique. Les journalistes ont recensé environ 25 explications plausibles. À cette époque, la question du passé de Thompson dans les services de renseignement était abordée avec prudence, mais inévitablement. L'année 1967 était celle où la guerre du Vietnam battait son plein. L'Asie du Sud-Est était un espace où plusieurs services de renseignement opéraient simultanément, se chevauchant et se surveillant mutuellement. La Thaïlande, la Malaisie et le Cambodge n'étaient pas simplement des pays voisins, mais des points sur une carte que de nombreux services interprétaient à leur manière. Un homme au parcours similaire à celui de Thompson, qui vivait à Bangkok depuis plus de 20 ans et recevait chez lui des diplomates, des militaires et des fonctionnaires de différents pays, ne pouvait que faire partie de cet espace, qu'il le veuille ou non. La position officielle était la suivante. Thompson avait depuis longtemps abandonné les activités de renseignement et se consacrait exclusivement aux affaires. Mais pour ceux qui le connaissaient personnellement, cette formulation suscitait des doutes. Il était trop prudent. Il savait trop bien ne pas parler de ce dont il ne voulait pas parler. Peu à peu, une rumeur a commencé à circuler dans la presse, selon laquelle ce voyage à Cameron Highlands n'était pas, à l'origine, un simple séjour de détente. Selon l'une de ces versions, Thompson s'y rendait dans un but précis, entrer en contact avec Priti Panomyong, ancien Premier ministre thaïlandais vivant en exil. Selon une autre version parallèle, il cherchait à rencontrer des personnes liées au Parti communiste malais qui menait une lutte armée dans la région. La résistance malaise dans les zones montagneuses était bien réelle. Les points de convergence entre les intérêts d'un homme ayant un passé similaire à celui de Thompson étaient tout à fait plausibles. Aucune confirmation de ces versions n'est apparue dans les documents de l'enquête, mais aucune réfutation non plus. Le 5 juin 1967, un peu plus de 2 mois après sa disparition en Malaisie, la mère de Thompson est décédée à Bangkok. Elle n'a jamais su ce qui était arrivé à son fils. Mais ce n'était que le premier d'une série d'événements. Le 30 août de la même année, la sœur de Thompson, Catherine Thompson Wood, a été retrouvée morte chez elle, en Pennsylvanie. Elle avait été battue à mort. Rien n'avait disparu de la maison. Les 2 chiens de garde, baptisés Monsieur Magu et Rampus, n'ont pas réagi à ce qui se passait, ce qui, selon les enquêteurs, indiquait que le meurtrier était une connaissance. Le fils de Catherine, neveu de Jim, a été soupçonné. 4 ans plus tard, il s'est suicidé sans avoir jamais été officiellement inculpé. L'enquête n'a jamais établi de lien direct entre le meurtre de Catherine et la disparition de Jim. Mais le fait qu'en l'espace d'1 an, un membre de la famille Thompson ait disparu sans laisser de traces et qu'un autre ait été assassiné a toujours été souligné dans les articles de presse. 2 personnes, en 1 an, sans explication. Une coïncidence d'une telle ampleur exige soit d'être acceptée, soit d'être expliquée. L'enquête n'a proposé ni l'un ni l'autre. Le 4 avril 1967, la phase active des opérations de recherche fut officiellement suspendue. Le matériel fut évacué. La plupart des personnes venues sur place repartirent. Les camps de recherche furent démontés et la jungle referma ses portes sur les sentiers que les hommes avaient tracés à travers elle pendant près de 2 semaines. Le 23 avril,
l'officier britannique Richard Noone a mené une nouvelle opération de recherche qui a duré 36 heures. Il n'a rien trouvé. Les tentatives locales se poursuivirent encore quelques mois, s'essoufflant peu à peu. En 1974, 7 ans après sa disparition, un tribunal thaïlandais déclara officiellement Jim Thompson décédé. Il s'agissait d'un acte juridique nécessaire pour que ses biens puissent être transmis à ses héritiers. Une mort légale sans corps, sans lieu, sans circonstance. Le neveu de Henry B. Thompson a hérité de la maison de Bangkok ainsi que de l'ensemble de la collection et les a légués à la fondation. La maison a été ouverte au public. La Thai Silk Company a poursuivi ses activités. Pour autant, l'affaire n'avait pas été officiellement classée. Elle était passée dans la catégorie des affaires classées sans suite, ouvertes en apparence, mais sans vie dans les faits. La police malaisienne n'avait jamais officiellement annoncé la clôture de l'enquête. Cela signifiait que, formellement, celle-ci se poursuivait, mais aucune action d'enquête active n'était menée, on ne recherchait pas de nouveaux témoins, on n'explorait pas de nouvelles pistes. L'affaire se trouvait dans ce que les juristes appellent un état en suspens, non élucidé, non classé, sans suite. Mais en 1985, 18 ans plus tard, il s'est passé autre chose dans les Cameron Highlands. Des membres de la communauté Orang Asli, qui travaillaient dans un potager près de Brincheng, ont découvert des fragments d'os dans le sol, sans crâne. Dans une tombe anonyme, située en bordure de la parcelle cultivée. La police est arrivée, a récupéré ce qui avait été trouvé et l'a emmené au dispensaire régional de Tanah Rata. Personne n'a vérifié à qui appartenaient ces os. À l'époque, l'analyse ADN n'était pas une procédure courante et les os sont simplement restés dans une boîte, rangés dans une armoire du bureau, en attendant que quelqu'un s'en occupe. Puis, le cabinet médical a déménagé dans un nouveau bâtiment. Lors du déménagement, la boîte a été égarée. On ignore toujours de quels ossements il s'agissait et à qui ils appartenaient. Aucune personne portée disparue dans cette région et jamais retrouvée n'a été officiellement associée à ces restes. Dans l'hypothèse où ils auraient appartenu à Thompson, la seule trace matérielle susceptible de confirmer quoi que ce soit a été perdue lors du déménagement du bureau régional. En 2015, Liu Tulmin, un expert américain en opérations de recherche et de sauvetage qui étudiait cette affaire depuis plusieurs années, a proposé de mener de nouvelles recherches dans les montagnes en recourant à des chiens spécialement dressés pour détecter des restes humains et à des méthodes de police scientifiques modernes. Les autorités malaisiennes n'ont pas officiellement répondu à cette proposition. Aucune nouvelle opération de recherche organisée n'a finalement été menée dans les Cameron Highlands. Une fois les camps de recherche démontés et la jungle redevenue simplement la jungle, une question subsistait, toujours présente. Qu'est-il arrivé à Jim Thompson le 26 mars 1967 entre 16 heures, heure à laquelle il a été vu vivant au bord de la route, et la tombée de la nuit? Au fil des décennies, cette affaire a donné lieu à de nombreuses hypothèses. Certaines s'inscrivaient dans le cadre d'une simple affaire policière. D'autres dépassaient largement ce cadre. Chaque hypothèse s'appuyait sur des faits réels. Et chacune présentait une faille qui empêchait de la considérer comme définitive. La version officielle restait celle de l'accident. Thompson est parti en randonnée sans itinéraire, sans équipement et sans eau. Il s'était déjà perdu dans cette jungle la veille, la journée précédant sa disparition, alors qu'il guidait un groupe le long d'un ruisseau. La jungle des Cameron Highlands désoriente rapidement. Le relief est accidenté. Les sentiers partent dans toutes les directions sans balisage. Et une personne qui s'écarte légèrement du chemin peut perdre son orientation en quelques minutes. De plus, Thompson souffrait d'une maladie chronique de la vésicule biliaire. Les comprimés qu'il devait prendre régulièrement étaient restés sur la table de chevet. Une crise de calcul biliaire dans la jungle, loin du sentier, pouvait rapidement immobiliser une personne.
Les arguments en faveur de cette hypothèse sont solides. L'expert Leo Tulmin, qui a étudié l'affaire d'un point de vue médico-légal, a calculé que, compte tenu de la densité du sous-bois dans les Cameron Highlands, la probabilité de découvrir le corps au cours des recherches ne dépassait pas 43%. Cela signifie que le corps aurait pu se trouver dans la zone de recherche et que les équipes de recherche seraient bypassées à quelques mètres de là sans le voir. Tulmin a également souligné que la superficie réellement inspectée était 4 fois inférieure à celle qui aurait été nécessaire. D'autres éléments contredisent cette version. Thompson avait suivi une formation de survie. Il connaissait la jungle, savait s'orienter grâce à l'eau et au relief. Il était en bonne forme physique pour ses 61 ans. Et il se rendait précisément là où les sentiers ne mènent pas. C'était une habitude chez lui, et non un hasard. Un éclaireur entraîné qui se serait égaré dans la jungle lors d'une promenade après le déjeuner. Cette explication n'est pas impossible, mais peu plausible. Un autre aspect de cette version concerne les vautours. Dans la jungle tropicale, un cadavre ne passe pas inaperçu longtemps. Les rapaces et les charognards réagissent rapidement. Les équipes de recherche suivaient spécialement les mouvements des oiseaux dans le ciel au-dessus de la jungle, espérant localiser l'endroit grâce aux vautours qui tournaient en cercle. Pendant 11 jours, rien n'a été repéré au-dessus de la zone de recherche. La deuxième version concernait le piège. Les Orang Asli, les habitants autochtones de la péninsule, creusaient traditionnellement dans la jungle des fosses, munis de pieux acérés pour chasser les animaux sauvages. Un étranger, s'écartant du sentier, pouvait ne pas remarquer un tel piège et tomber dedans. Selon cette version, les aborigènes, après avoir découvert le corps de l'étranger, auraient pu l'enterrer en secret, craignant des représailles de la part des autorités. Cela expliquerait l'absence du corps lors des recherches à grande échelle. Cette hypothèse restait théorique. Aucun des Orang Asli ayant participé aux recherches n'avait fait état d'un tel élément. Les pisteurs, issus des tribus autochtones, qui connaissaient assez bien la région, n'ont indiqué aucun endroit susceptible d'abriter une telle sépulture. Il n'y avait aucune preuve directe. La troisième version concernait une voiture blanche et coûteuse. Les chiens ont perdu la trace précisément là où se trouvait le bitume. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Thompson était monté dans une voiture. De son plein gré ou non, c'est une autre histoire. L'enquêteur Philip Rivers avançait l'hypothèse d'un accident de la route. Thompson aurait pu être renversé par une voiture dont le conducteur, pris de panique, aurait caché le corps. Peut-être s'agissait-il justement de cette voiture blanche dont le conducteur avait discuté avec Thompson le matin même, vers 11 heures, près du bungalow de la mission luthérienne. La voiture blanche a été mentionnée à 2 reprises dans le dossier, le matin, comme un fait avéré, puis dans le cadre de la thèse selon laquelle un convoi de 5 véhicules aurait emprunté la route dans l'après-midi. L'enquête n'a pas établi de lien entre ces 2 mentions. Le conducteur de la voiture blanche n'a jamais été officiellement identifié. La 4e hypothèse, un assassinat politique. Le documentariste australien Barry Broman l'a détaillé dans son film sorti en 2017. Selon cette version, le voyage aux Cameron Highlands n'était pas un séjour de détente. Thompson s'y rendait pour rencontrer Priti Panomyong, ancien Premier ministre thaïlandais en exil. Selon une autre variante de cette même version, il cherchait à entrer en contact avec le chef du Parti communiste malais, Chin Pen, qui opérait précisément dans cette région. Broman s'appuyait sur les témoignages de plusieurs personnes, dont un certain Theo Pin et Willis Bird fils, qui rapportaient, d'après des tiers, ce qu'ils qualifiaient de confessions sur le point de mourir de commandants locaux du CPM. Thompson aurait été identifié comme agent de la CIA, arrêté et exécuté. Cette version s'effondrait d'elle-même. Une source de Broman affirmait que l'exécution avait eu lieu directement à Cameron Highlands.
Une autre source de ce même Broman, d'après les dires de Willis Bird fils, insistait sur le fait que Thompson avait été enlevé vivant, transporté par bateau sur 500 milles jusqu'au Cambodge ou en Chine, et qu'il y était mort. Ces deux versions se contredisaient et reposaient exclusivement sur des récits rapportés par des tiers, sans la moindre confirmation documentaire. Le réalisateur du film s'est exprimé sans détour. Dans une interview donnée en 1917, il a déclaré « On ne retrouvera jamais Jim. Il a été assassiné. » Il s'agissait là d'un point de vue et non d'une conclusion d'enquête. La cinquième version, une fuite volontaire. Cette théorie a notamment été développée par le journaliste et chercheur Richard Hughes, qui connaissait personnellement Thompson. Hughes affirmait que Thompson avait disparu de son plein gré. Peut-être que sa vie à Bangkok avait atteint un certain point, après quoi il avait préféré repartir à zéro, ailleurs, sous un autre nom. Hughes écrivit par la suite à ce sujet. « Je continue d'affirmer qu'il a disparu de son propre choix et de son plein gré, et non sous la contrainte. Selon certaines informations, Thompson aurait été aperçu à Tahiti, en Europe et dans divers pays d'Asie. Aucune de ces informations n'a été confirmée. Ce qui contredit la thèse de la fuite, c'est ce que l'on considère généralement comme l'argument le plus convaincant dans cette affaire. Les objets laissés sur place. Passeport, portefeuille, papier, médicaments, cigarettes. Une personne qui prévoit de disparaître pourrait bien laisser ses papiers. La CIA sait en fabriquer de nouveaux. Mais on ne laisse pas ces médicaments pour la vésicule biliaire sans raison. Les crises de calcul biliaire sont douloureuses et peuvent être dangereuses. Partir vers l'inconnu sans les médicaments dont on a besoin régulièrement relevait soit d'une arrogance exceptionnelle, soit d'un événement survenu soudainement. Il existe un autre argument contre la fuite, dont on parle rarement. À Bangkok, Thompson s'est bâti une vie à laquelle il a consacré 20 ans, une entreprise de soierie, une maison d'antiquité, un cercle social, une réputation. Les gens abandonnent tout cela pour diverses raisons, mais laissent généralement au moins une trace de leur intention. Ni dans ses lettres, ni dans ses conversations, ni dans ses actes au cours des derniers mois précédant sa disparition, aucun de ses proches n'a découvert quoi que ce soit qui indiquerait une volonté de partir. Sixième version, élimination par les services secrets américains. Plusieurs motifs ont été avancés. Thompson en savait apparemment trop sur les activités de la CIA dans la région, ou adoptait une position gênante sur la guerre du Vietnam, ou encore, pour d'autres raisons, était devenu un fardeau pour ceux qui l'avaient autrefois formé et guidé. En 1967, la guerre du Vietnam battait son plein, et la présence américaine en Asie du Sud-Est comportait plusieurs niveaux qui se recoupaient rarement en public. Thompson vivait à Bangkok depuis 1945. Au cours de cette période, il avait vu beaucoup de choses. Qui il connaissait et ce qu'il savait, personne, à part lui-même, n'en a jamais parlé. Cette version ne s'appuyait sur aucune preuve documentaire. Elle reposait uniquement sur la logique. Un homme avec un tel passé, disparu sans laisser de traces dans une région politiquement instable en pleine guerre froide. Voilà une combinaison qui, à elle seule, donne naissance à de telles hypothèses. Aucune source liée au service secret américain n'a jamais commenté publiquement cette affaire, ni pour la confirmer, ni pour la démentir. Si l'on examine les 6 versions simultanément, une caractéristique commune apparaît. Chacune d'entre elles explique une partie du tableau, mais pas l'autre. L'accident explique l'absence de corps, mais pas le fait qu'un homme ayant suivi une formation de renseignement trouve la mort lors d'une promenade. L'assassinat politique explique l'absence totale de traces, mais s'appuie sur des témoignages qui se contredisent. La fuite explique la disparition sans laisser de traces, mais n'explique pas les médicaments laissés sur place. L'accident de la route explique la coupure de la piste sur la route, mais n'explique pas où le corps a disparu dans une station balnéaire très fréquentée.
Il y a un autre aspect que toutes les versions passent à bas sous silence. Thompson était un homme ayant suivi une formation spéciale précisément pour les situations où il ne fallait laisser aucune trace. Si quelque chose s'est produit avec sa participation, volontairement ou contre son gré, un homme de ce profil pouvait soit veiller à ce qu'il n'y ait aucune trace, soit se retrouver entre les mains de personnes qui savaient comment s'y prendre. Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'absence de preuves cesse d'être une anomalie et devient une règle. Aucune version ne répond à toutes les questions. C'est précisément dans cette situation que l'affaire Thompson se trouve depuis plus de 50 ans. Pendant que les enquêteurs travaillaient avec les éléments dont ils disposaient, il se passait autre chose hors de Malaisie. Le nom de Thompson n'a pas disparu des gros titres. Il y a d'abord eu la presse, puis les livres. William Warren, un journaliste américain qui travaillait à Bangkok, a écrit plusieurs ouvrages sur Thompson, notamment L'Américain légendaire et Le mystère insoluble de Jim Thompson. Ces livres sont devenus les principales sources pour tous ceux qui se sont penchés sur l'affaire par la suite. Warren connaissait personnellement Thompson et a recueilli des informations de première main, alors que les témoins étaient encore en vie et que la mémoire n'avait pas encore effacé les détails. Puis d'autres chercheurs sont apparus. Puis vinrent les documentaires. En 2017, Barry Broman a sorti un long-métrage documentaire intitulé « Qui a tué Jim Thompson ?», qui s'est concentré sur la thèse de l'assassinat politique et est sorti à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Le film a attiré une nouvelle génération de spectateurs vers cette affaire et a relancé le débat public qui s'était quelque peu essoufflé à cette époque. L'affaire Thompson fait partie de ces affaires qui refont surface de temps à autre, d'elles-mêmes, chaque fois qu'une nouvelle personne décide de se pencher sur le sujet. Il existe sur Internet des forums et des fils de discussion qui durent depuis des décennies. Parmi les participants, on trouve des touristes ayant séjourné dans les Cameron Highlands, des amateurs d'énigmes criminelles, d'anciens habitants de la région et des journalistes. Aucun d'entre eux n'a apporté d'éléments nouveaux sur le fond, mais l'affaire a continué à vivre. En 2015, Lou Tullmin, expert américain en opérations de recherche et de sauvetage, a publié un rapport analytique détaillé sur cette affaire. Tullmin a appliqué des méthodes modernes d'évaluation des opérations de recherche et est parvenu à la conclusion que les recherches initiales menées en 1967 avaient été considérablement limitées, tant en termes de couverture géographique que de méthodologie. Il a proposé de mener de nouvelles recherches en utilisant des chiens spécialement dressés pour détecter des restes humains et le système de vote secret de Matson, qui permet de recueillir des informations auprès des habitants locaux de manière anonyme. Les autorités malaisiennes n'ont pas officiellement répondu à cette proposition. Il n'y a pas eu de nouvelles recherches. À Bangkok, sa maison surplombe toujours le canal Sincep. Fondée par Thompson en 1948, la Tay Silk Company est devenue une marque de luxe internationale présente dans des dizaines de pays. Le logo de l'entreprise comporte encore aujourd'hui la silhouette stylisée de Thompson. Son nom figure sur les produits. La soie, qu'il avait autrefois décidé de sauver de la disparition, est devenue l'une des marques thaïlandaises les plus reconnaissables au monde. Cette demeure de Bangkok est ouverte au public et figure parmi les musées les plus visités de la ville. Plusieurs maisons traditionnelles thaïlandaises en bois de teck que Thompson a rassemblées et réunies en un seul complexe se dressent aujourd'hui exactement comme elles se dressaient de son vivant. Parquets en teck, marbre italien, lustres anciens, porcelaine de la dynastie Ming disposés sur les étagères et dans les vitrines. Ces pièces sont parcourues chaque jour par des touristes qui n'avaient jamais entendu parler de Thompson avant d'acheter leur billet, et par ceux qui sont venus à Bangkok spécialement pour lui. Dans l'une des pièces, une photo de lui est accrochée au mur. Un homme robuste, en chemise blanche, une cigarette à la main, sourit à l'appareil photo. Cette photo a été prise peu avant mars 1967.
À Cameron Highlands, le cottage Moonlight Bungalow existe toujours. C'est toujours la même maison de style Tudor avec le même chemin de gravier menant de la véranda à l'allée. Des touristes s'y rendent parfois spécialement pour voir l'endroit où tout a commencé, ou plutôt où tout s'est terminé. Certains d'entre eux prennent des photos de la véranda, de l'allée, de la lisière de la jungle. Ils publient ensuite ces clichés accompagnés de légendes évoquant cette mystérieuse disparition qui n'a jamais été élucidée. La route où les chiens ont perdu la trace ressemble à une route de montagne ordinaire. De l'asphalte, un accotement, la jungle derrière. Rien ici n'indique que quelque chose se soit passé précisément à cet endroit. Le soir, le brouillard s'installe comme il s'était installé en mars 1967. Les oiseaux crient de la même façon. Les sous-bois de part et d'autre de la route sont aussi denses qu'ils l'étaient à l'époque. Les sentiers que 500 personnes avaient tracés en avril 1967 sont depuis longtemps envahis par la végétation. On ignore où il est allé à partir de là. On ne sait pas s'il est arrivé quelque part. Que s'est-il passé avec cet homme à qui l'on avait appris à disparaître lorsqu'il a véritablement disparu? L'affaire officielle reste en suspens. Elle n'apporte aucune réponse. 58 ans après sa disparition, il est toujours porté disparu, avec une mention spéciale concernant le jugement de décès rendu en l'absence de corps, sans lieu, sans circonstance, sans le moindre indice qui aurait résisté à l'épreuve du temps.